Voilà. Oui, bah écoutez, merci à tous d'être là. J'ai le plaisir d'échanger avec Corinne de Bilbao, qui est présidente de Microsoft France, Charles Gorintin, qui est président de Alan, cofondateur et président de Alan, Jean-Paul Mazoyer, président de GIECB, enfin, bonsoir. Bonsoir. Cédric Vattier, qui est chez Accenture. Tout à fait, en charge des activités stratégiques. Exactement, voilà. Et Loïc Soubéran, qui est président Swile, fondateur, président. Président Swile. D'accord, très bien. Alors on va parler d'IA. Voilà, j'ai eu le grand honneur de coprésider la commission de l'intelligence artificielle et on a remis ce rapport au président de la République, donc avec Anne Bouvreau qui était ma coprésidente. On a remis ce rapport à la mi-mars et voilà, on espère que ce rapport va être mis en œuvre. Et Anne Bouvreau, en fait, va être également, elle est la déléguée générale qui organise le sommet IA. Le prochain sommet IA aura lieu à Paris en février 2025. Et c'est Anne qui est en fait la déléguée en charge d'organiser. Donc c'est une grande fierté pour moi. Voilà. Alors je vais dire quelques mots d'introduction et puis après je passerai la parole dans l'ordre que j'ai mentionné. Voilà, la révolution de l'intelligence artificielle est incontournable et elle affecte tous les secteurs d'activité. L'économie, l'organisation du travail, les services publics, l'information, le secteur culturel. Alors il y a toujours des pessimistes, des très pessimistes et des moins pessimistes. Les très pessimistes, j'ai un collègue, j'aime bien me moquer, c'est un co-auteur et un ami, il est prof au MIT, il s'appelle Daron Acemoglu. Lui, il est très pessimiste, il pense que l'IA, l'intelligence artificielle, va nous donner très peu de croissance et que ça va massivement détruire des emplois. Moi, je pense que d'un point de vue technologique, la révolution de l'intelligence artificielle a un gros potentiel de croissance et qu'elle a également un potentiel de création d'emplois, mais que tout va dépendre des politiques et des institutions que nous mettons en face. D'où l'importance du vote d'après-demain, vous voyez, voilà, aucune allusion autre. Simplement sur la croissance. Pourquoi je pense que l'intelligence artificielle, et on le pense dans ce rapport, hein, ce que je vais raconter est très basé sur le rapport, pourquoi on pense que l'intelligence artificielle peut stimuler la croissance? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle permet d'automatiser des tâches, non seulement dans la production des biens et services, vous remplacez du capital humain par des machines que vous pouvez produire à l'infini, et puis ça permet également d'automatiser des tâches dans la production des idées, d'accord ? Par exemple, l'intelligence artificielle permet de résoudre des problèmes complexes. Elle facilite l'imitation et l'apprentissage. Elle est auto-améliorante. Donc l'intelligence artificielle non seulement va améliorer la technologie de production des biens et services, mais elle va également améliorer la technologie d'innovation, de production de nouvelles idées. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de plus en plus dur d'avoir des idées. Peut-être que c'est vrai, mais avec l'IA, ça va être plus facile d'avoir des idées et de les développer. D'accord ? Et en fait, il y a eu des études. Il y a eu une étude par mon ami Eric Brynjolfsson, qui est économiste à Stanford, sur une entreprise qui est une entreprise du Fortune 500, les plus grandes, les meilleures entreprises américaines, qui donne des conseils à des PME américaines sur l'adoption de logiciels. Eh bien, ils se sont rendus compte que l'accès des employés, notamment aux Philippines qu'ils ont, l'accès à l'IA générative, au ChatGPT, augmente considérablement la productivité des travailleurs. Ça, c'est très micro. Alors vous allez me dire, mais oui, mais ça, c'est une entreprise. Qu'est-ce qui se passe au niveau macro? Alors il y a deux manières de regarder l'impact macroéconomique de l'IA sur la croissance. Une première manière, c'est de faire de l'extrapolation, de dire, ben voilà, il y a eu la révolution de l'électricité dans les années 1920. Il y a eu la révolution des technologies de l'information fin du XXe siècle. Et à chaque fois, ces révolutions ont donné plus ou moins un point de croissance supplémentaire pendant 10 ans. Donc si on s'extrapole là-dessus, on devrait prévoir que maintenant on est à peu près au stade où on devrait pouvoir avoir ce point de croissance pendant 10 ans. Mais ça, c'est une méthode. Une autre méthode, c'est de dire, je vous ai dit que l'intelligence artificielle automatisait des tâches.
Et donc ça augmente la productivité du travail sur ces tâches-là. Alors mon ami Acemoglu, il a essayé de regarder par cette approche-là, et lui n'a trouvé que 0,07 points par an de croissance supplémentaire. Mais je pense que ces chiffres sont irréalistes, et je pense que si on fait la même chose que lui, mais avec des chiffres plus réalistes, on retombe sur un 0,7-0,8 points de croissance pendant 10 ans de plus. Et ça, c'est encore ne pas prendre en compte le fait que l'intelligence artificielle automatise non seulement la production des biens et services, mais également la production des idées. Ça veut dire que quand je dis 0,7 ou 1 point de croissance de plus pendant 10 ans, je suis en dessous de la réalité. Technologiquement, l'IA peut beaucoup plus augmenter la croissance. Maintenant, j'arrive au problème des institutions. Le grand problème, c'est le manque de concurrence. Quand il y a eu la révolution d'éthique aux États-Unis, la croissance américaine a décollé entre 1995 et 2005. Mais elle s'est mise à baisser très fortement depuis 2005 parce que ce qui s'est passé, c'est qu'avec la révolution des technologies de l'information, il y a eu l'émergence d'entreprises superstars, les fameuses GAFAM. Au début, elles ont porté la croissance, Microsoft, Amazon, Google, etc. Vous êtes formidables, vous avez porté la croissance, mais vous êtes grandi avec des fusions-acquisitions, vous avez grandi, et vous avez fini par inhiber l'entrée de nouvelles entreprises innovantes. Pas vous tous, mais certaines. Et on a vu que, finalement, depuis les débuts des années 2000 aux États-Unis, il y a eu un déclin de l'entrée d'entreprises innovantes. C'est très schumpeterien. Les innovateurs d'hier sont une barrière aux innovateurs de demain. Donc il y a eu ce phénomène-là. Et alors pour l'intelligence artificielle, le problème, c'est que dans les segments amont de la chaîne de valeur de l'IA, et ça, Benoît Cœuré pourrait très bien vous l'expliquer, il y a très peu d'entreprises. Dans le cloud, etc., c'est des segments qui ne sont pas totalement concurrentiels. Donc vous voyez, l'idée, c'est que l'IA a un gros potentiel de donner de la croissance, mais la barrière peut être parce qu'il y a une politique de concurrence qui n'est pas suffisamment favorable. Voilà. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut, par exemple, réglementer les fusions-acquisitions. Il y a d'autres qui disent open source, c'est très important. Accès aux données, c'est très important. Le Digital Market Act doit être étendu à toute la chaîne de valeur de l'IA, notamment le cloud. Donc la concurrence est quelque chose de très important si on veut qu'il y ait ce potentiel de croissance. Je ne veux pas être trop long parce qu'il y a IA et emploi. Est-ce que vous me supportez encore ? Oui ? Bon, alors, l'emploi. Alors, il y a la peur que l'IA est un risque qu'on appelle existentiel, c'est-à-dire que l'IA nous rend tous redondants. Alors, vous savez que chaque emploi, c'est un certain nombre de tâches. Et je vous ai dit que l'IA remplace un certain nombre de tâches. Il y a des emplois pour lesquels toutes les tâches vont être remplacées par l'IA. Dans ce cas-là, les emplois sont menacés. Mais nous, on calcule dans ce rapport que ce n'est pas plus de 5-10% des emplois qui seront totalement menacés. Que sinon, les emplois devront être réarrangés, restructurés. Typiquement, l'IA vous fera gagner du temps sur les tâches rébarbatives et vous gagnerez du temps sur les tâches créatives. Donc, en fait, si vous voulez, l'IA, et on montre en fait sur un échantillon d'entreprises françaises que globalement, l'IA augmente l'emploi. Les entreprises qui adoptent l'IA, elles augmentent l'emploi globalement. Pourquoi ? Parce qu'elles deviennent plus productives et donc plus compétitives, et donc elles ont un plus grand marché pour leurs produits, et donc elles emploient davantage. Cet effet de productivité l'emporte sur l'effet de substitution de l'homme par la machine. Donc, mais à nouveau, qu'est-ce qu'il vous faut pour les gens qui perdent leur emploi ? Il vous faut un système éducatif, un système de formation professionnelle et une bonne flexi-sécurité comme au Danemark. On a des assurances chômage chez nous, mais ce n'est pas aussi bon que la flexi-sécurité danoise. Donc vous voyez, au total, l'IA a la possibilité de générer de la croissance et de l'emploi, mais il vous faut des bonnes institutions et des bonnes politiques. Voilà ma position. Je donne tout de suite la parole à Corinne, qui va nous dire ce qu'elle pense des potentiels de l'IA. Désolé, madame, d'avoir été long. On est fatigué, là. Oh là là, ouais. C'est dur. On va essayer de vous réveiller. C'est dur. Oh là là. Bonjour à toutes et à tous. Bon, il y a plusieurs sujets qui ont été abordés, donc on va essayer de les adresser. Moi, je fais partie des techno-optimistes, évidemment, mais aussi des techno-réalistes. Des techno-réalistes dans le sens où la façon effectivement de regarder les bienfaits de l'IA, c'est de regarder à la réalité des cas d'usage et ce qu'elle peut apporter à la société. Vous l'avez dit, toutes les révolutions technologiques ont amené des ruptures, des destructions d'emplois, des changements de compétences. Vous parliez tout à l'heure de l'électricité, on pourrait parler de l'imprimerie, qui a été
une révolution importante et qui finalement a effectivement détruit les emplois des copistes, mais a créé toute une économie, toute une nouvelle économie de ceux qui fabriquaient du papier, de l'encre, qui a permis la diffusion du commerce, qui a permis la diffusion de la connaissance, la Renaissance, le siècle des Lumières, etc., etc. Donc on se rend compte que, et ça se fait sur évidemment un certain nombre d'années. La petite différence avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que ça se fait sur un temps très très court. Très très court, puisque voilà, il y avait 1 million d'utilisateurs en 5 jours sur ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. Donc la vitesse est importante. Et ce qui est aussi important dans cette révolution, c'est qu'en fait, elle a été concomitante sur plusieurs plaques géographiques. Donc en fait, le sujet par rapport à cette révolution technologique, vous disiez, est-ce que ça va être bénéfique ou pas ? L'important, ça va être la diffusion, la capacité à adopter la technologie rapidement. Et est-ce que la valeur va être partagée ? C'est ce que vous avez évoqué. Donc si on arrive à faire ces 2 trucs-là, il y a du positivisme par rapport à ça. Alors moi, je voudrais répondre sans faire de polémique, sur finalement la concentration de la valeur. La réalité aujourd'hui, c'est quand on regarde la technologie l'IA générative, il y a 3 couches. Il y a la couche des infrastructures, et là, c'est vrai, les montants de capitaux sont tels qu'effectivement, aujourd'hui, c'est concentré sur un certain nombre d'acteurs qui sont essentiellement américains, voire chinois. Mais il y a une petite gageure de l'Europe à penser qu'aujourd'hui, on pourrait reproduire des infrastructures qui demandent énormément de capitaux. Par contre, quand on regarde les économies, en fait, le système économique que ça crée, il y a tous les modèles de langage. Et au-delà des grands modèles de langage comme OpenAI, il y a beaucoup de modèles de langage. Mistral en est un, mais il y a eu des tas de modèles de langage qui ont créé l'économie. Et là où est la valeur pour les entreprises, c'est la couche applicative. C'est-à-dire, c'est la couche applicative qui va permettre de faire de la productivité dans ses processus, de créer de la valeur chez ses clients, de créer de l'innovation. On dit 500 millions d'applications qui vont être créées d'ici 2030, c'est là qu'est la valeur. Donc le grand danger, il est où ? Le grand danger serait de se disperser en fait dans la répartition des capitaux, ou en tout cas dans ce qu'on veut viser, et finalement d'être plutôt en retard sur l'adoption. Ce qui du reste est d'ailleurs le cas aujourd'hui, je suis sûre que vous l'avez vu dans le rapport, en France on est à 48% d'adoption par les entreprises de l'IA générative, contre 67% au niveau européen. Et on ne parle pas des États-Unis, 79%. Donc il y a un peu d'urgence à travailler sur des cas d'usage concrets et à permettre aux entreprises de s'emparer de ça. Et aussi le sujet dont vous n'avez pas parlé, je pense, mais qui est dans le rapport, qui est le sujet des compétences, qui est un sujet hyper important parce qu'on se rend compte qu'il y a l'éducation, il y a les compétences des étudiants, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle le reskilling, c'est-à-dire la reformation des professionnels qui vont avoir effectivement leur job impacté et qui ont besoin de se reformer. Et vous en parlez dans la... Donc, les vrais sujets de focalisation doivent être là-dessus, sur la diffusion, les cas d'usage, aider les entreprises, et surtout les embarquer toutes, parce que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a la même fracture qu'il y a eu sur d'autres sujets, entre les grands groupes qui, eux, vont y aller de toute façon, et parce qu'ils sont globaux, ont accès à ça, et les petites entreprises où ce taux-là descend à 15%. Donc c'est quoi ? Ça veut dire que c'est un sujet de compétitivité. 3 petits points. Souveraineté, puisque réindustrialisation, ça veut dire acquérir la compétitivité. Donc moi, je vois ça comme une opportunité. À partir du moment où on va être pragmatique sur les cas d'usage et sur ce sur quoi il faut se concentrer. Donc j'ai peut-être trop parlé, mais il y a 2 autres points que je voudrais faire. C'est que au-delà de ça, si on se place d'un point de vue un peu plus macro, il y a des gros sujets de société, comme par exemple la transition écologique, où il y a tellement de paramètres et de données et d'équations que la capacité humaine de les régler n'existe pas. Et donc, c'est aussi une opportunité de pouvoir travailler sur ces sujets. Je vous donne un exemple. Par exemple, les incendies en Californie. Aujourd'hui, grâce à l'IA générative, vous pouvez faire une meilleure prédiction. Vous pouvez effectivement, du coup, avoir un meilleur positionnement des forces des pompiers qui vont pouvoir adresser ces sujets-là. C'est vrai aussi des prévisions météorologiques. Donc, il y a plein d'applications possibles dans le domaine du climat. L'autre domaine qui demande beaucoup de données et qui est un bien pour l'humanité, c'est la santé. Donc c'est la santé, c'est la découverte des nouvelles molécules, c'est la capacité à traiter des maladies importantes. Et donc là, sur ces sujets-là, l'exemple de Bonerdin, par exemple, avec le vaccin ARN, typiquement, utilisation de l'IA générative, arrivée d'un vaccin en quelques mois sur le marché. Donc moi, je suis une fondamentale optimiste.
Mais je dis optimiste réaliste parce que ça veut dire qu'il faut être pragmatique sur qu'est-ce qu'il faut faire et sur quoi il faut se concentrer. Alors, vous parliez des données. Une des dispositions du rapport, c'est qu'on veut faciliter l'accès aux données de santé. Vous savez qu'il y a autorisation préalable maintenant pour les chercheurs pour les données de santé. Et nous, on recommande de ne plus avoir besoin d'autorisation préalable. Puisque vous savez que pour l'IA, il y a 2 inputs fondamentaux. C'est les données et la puissance de calcul. Et donc, il faut qu'on ait beaucoup plus de facilité d'accès aux données. Et nous, on propose que, il y ait, et que la CNIL est une mission d'innovation en plus de toutes les missions qu'elle a déjà, et donc des moyens supplémentaires. Voilà. Ça évolue un petit peu positivement. Et ça va dans ce sens-là. Ça va dans ce sens-là. Voilà. Ça, c'est le sens données, puis il y a la puissance de calcul. Exactement. Est-ce que là, il faut, à votre avis, développer de la puissance de calcul en France? Alors, oui, et bien évidemment, bien évidemment, et c'est pour ça que c'est important d'avoir fait des investissements, et on en fait, mais après on peut parler effectivement du sujet quantum et de toute l'informatique quantique qui va être importante justement sur ces sujets qui sont colossaux en termes de traitement de données. Et donc, effectivement, là, il y a des besoins de recherche, d'investissement applicatif, et d'aider la recherche en France pour pouvoir Exception IA, dont on parle dans le rapport. Exactement. Voilà. Charles, voilà, on va applaudir. Merci beaucoup, Corinne. Donc bonjour à tous, merci beaucoup. Est-ce que vous êtes un pessimiste ou un optimiste? La question de départ. C'est la première question. On veut savoir dans quelle catégorie on vous met là. Pessimiste. C'est une excellente question, et je me considère comme un optimiste méthodique. Pas comme un optimiste BA qui reste sur sa chaise. Vous n'êtes pas panglossien, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, on me traite de panglossien parfois, mais, mais en fait, je vais vous montrer exactement pourquoi c'est important d'être optimiste. Parce que j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de cofondateur d'Alan. Donc, Alan, on a créé ça en 2016, et maintenant, c'est une entreprise qui assure 500 000 personnes en France. Mais surtout, je suis aussi cofondateur non opérationnel de Mistral AI. Donc, une entreprise qu'on a créée de zéro il y a un tout petit peu plus d'1 an, pour pouvoir créer un champion européen de l'IA. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a créé Mistral AI? C'était pour pouvoir soutenir l'innovation qu'on voulait faire au sein d'Alan. Donc moi, j'ai ma formation en IA formelle il y a plus d'une dizaine d'années. En 2022, j'ai décidé d'arrêter tout ce que je faisais en tant que directeur technique d'Alan pour me focaliser uniquement sur l'IA, parce qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait, c'était l'IA générative. Parce qu'il faut bien distinguer entre l'IA générative et le machine learning classique, l'IA discriminative, qui est quelque chose qui existe depuis les années 60. Et globalement, l'IA générative est vraiment arrivée sur le devant de la scène en 2021-2022. Et la grande force de l'IA générative, c'est que c'est possible, avec cette IA générative, d'utiliser l'IA alors même qu'on n'a pas une dizaine de personnes dans une équipe d'ingénieurs et de data scientists pour travailler dessus. En fait, on peut utiliser de l'IA à partir du moment où on est capable d'écrire dans un champ de texte ou même de donner des instructions à la voix. On est capable maintenant d'utiliser l'IA avec cette barrière qui devient très, 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 très basse. Donc, sur le sujet de pourquoi les TPE et les PME n'en parlent pas, je pense que c'est un sujet culturel des entreprises. Et donc, j'en reviens à Alan. On avait décidé donc de transformer l'entreprise avec l'IA générative en 2022. On a commencé à changer complètement tous les processus dans l'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte assez rapidement qu'on utilisait un seul acteur qui était OpenAI pour pouvoir nous fournir en IA générative. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé que ce n'était pas possible de prendre ce risque en tant qu'entreprise d'avoir un acteur comme OpenAI qui écornérisait le marché globalement. Et donc, il fallait créer quelque chose d'alternatif, donc un champion européen qui soit basé sur l'open source, parce que l'open source, ça permet à chacun de pouvoir posséder les paramètres de son modèle et donc de posséder ce modèle. Donc la concurrence, c'est important. La concurrence, extrêmement important. L'open source, extrêmement important. Parce que derrière, ça crée une explosion cambrienne d'innovation quand on a des modèles open source qui sont très performants. Donc c'est un petit peu pour ça qu'on a créé Mistral.
Et derrière, chez Alan, en fait, on a des cas concrets, et c'est pour ça que je suis vraiment pas d'accord avec Daron Acemoglu, c'est qu'on a vraiment des cas concrets où on montre que l'IA nous fait gagner des millions d'euros en termes de coûts de productivité. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, chez Alan, on reçoit 1 million de factures par an, globalement des gens qui prennent en photo leurs factures de chez le médecin et qui nous l'envoient. Et nous, on doit les traiter derrière. Donc, historiquement, il y avait des personnes qui regardaient la facture, extrayaient le nom du docteur, le prix, la date. Et ça prenait quelques heures, voire quelques jours. Et surtout, ce n'était pas un métier très marrant de devoir juste extraire des informations d'une facture. Et donc, nous, on a remplacé ça complètement par un grand modèle de langage. Et ça nous permet de rembourser des personnes en une minute, pardon. Et derrière, d'économiser des millions à ne pas passer du temps là-dessus. Donc, il y a des gains de productivité énormes, quoi. Gains de productivité énormes. Voilà. Derrière, ça veut dire que les gens qui font ces métiers qui ne sont pas très intéressants de devoir extraire peuvent passer sur des métiers un petit peu plus intéressants où ils prennent de la hauteur et ils vont gérer toutes ces IA. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus intellectuel pour eux. Et enfin... vous créez de l'emploi ou vous détruisez de l'emploi? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, on a une meilleure productivité. Donc vous créez de l'emploi? On crée de l'emploi. Voilà. Parce que si on est 20%... À nouveau d'Aronator. Voilà. Si on est 20% plus productif, derrière, on peut recruter plus de gens parce que c'est beaucoup plus viable de recruter la personne marginale. Exactement. Et donc, il y a un paradoxe de Jevons qui arrive où, en améliorant l'efficacité, en fait, on augmente la demande. J'étais un peu long. Cet effet donc marche. C'est l'effet de productivité et de compétitivité l'emporte sur l'effet de substitution. Et c'est vrai statistiquement sur nos 9000 entreprises françaises, et vous l'expérimentez dans votre entreprise. De manière formidable. Ah, mais Exactement. je vous adore. Alors bravo. Alors Jean-Paul, floor is yours. Optimiste ou pessimiste? Oui. Optimiste résolument. Je vais faire plaisir à Corinne parce que je voudrais en introduction peut-être citer Bill Gates, qui dit qu'en matière de technologie, on a tendance à surestimer l'impact à 3 ans et à le sous-estimer à 10 ans. C'est-à-dire qu'on surestime la vitesse, on sous-estime l'impact. Je crois que pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Fondamentalement, ça va modifier nos comportements, nos habitudes de travail dans les entreprises comme nos habitudes au quotidien, notre vie quotidienne. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps pour arriver à une telle révolution. C'est une vraie lame de fond et je crois qu'il faut vraiment le prendre comme ça. Là, je considère que c'est une force de transformation pour les entreprises. Je travaille à la fois pour Carte Bancaire et puis pour un grand groupe bancaire français, évidemment. Mais je pense que ça va changer fondamentalement les choses et qu'il faut le prendre comme une opportunité. Alors certains se posent la question de savoir si ça va détruire des emplois, si ça va remplacer des salariés. Je pense que ça risque de mettre en péril des entreprises qui ne vont pas adopter l'intelligence artificielle. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire que les salariés ne vont pas être remplacés par de l'IA, mais les salariés vont être remplacés par d'autres salariés sachant utiliser l'IA. Et j'ajoute, quel que soit le niveau hiérarchique dans l'entreprise, y compris pour des dirigeants. Donc ça va devenir quelque chose d'absolument indispensable dans la façon dont on doit travailler demain dans nos industries, et en particulier dans la banque et la finance. L'IA, ça va générer ou ça va amplifier des modèles de banque. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des banques digitales qui visent à ce que le maximum soit fait par la technologie, et on peut imaginer demain que la technologie va encore amplifier ce mouvement-là. Et on a à côté des banques, en particulier en France, avec un système mutualiste important, des banques qui parient sur une complémentarité entre la technologie, et l'IA en fait partie, et l'humain. Avec un motto qui est finalement de dire plus d'IA pour plus d'humains. La question qui est derrière, c'est finalement qui décide? Est-ce que j'utilise de l'IA pour décider et pour répondre aux clients jusqu'au bout? Ou est-ce qu'au contraire, je m'en sers pour aider la femme ou l'homme qui travaille dans la banque à avoir les meilleures informations pour exercer sa responsabilité humaine? Évidemment, il faut rajouter une dimension
environnement, calcul de l'empreinte carbone, de tout ça, mais ça fait partie évidemment de ce que l'on doit faire. Moi, je suis résolument convaincu que le modèle qui doit intégrer l'IA et l'humain, la responsabilité humaine, l'intelligence artificielle à côté de l'intelligence humaine, est le modèle d'avenir dans nos industries. Ça remplace un certain nombre de tâches, mais ça nous permet d'avoir plus de temps sur d'autres tâches. En fait. Et ce n'est pas qu'une question de temps, c'est également une question d'être plus personnalisé dans la relation, donc d'avoir tous les éléments pour exercer sa responsabilité, exercer son empathie, exercer son émotion, exercer sa prise de recul par rapport à tout ce qui est dit. Et c'est là où j'en arrive finalement à la troisième dimension, c'est comment on arrive à imbriquer les deux. Et comment est-ce que l'on arrive à avoir des personnels qui sont encore plus dans la relation humaine grâce à de l'intelligence artificielle. Quand je dis encore plus, ce n'est pas évident. Je pense qu'il faudra qu'on investisse autant en technologie qu'en accompagnement humain. Puisque derrière, ça signifie qu'il faut changer les critères de recrutement, les critères de formation, les critères d'évaluation, les critères de management. Parce que le risque est important de voir des salariés qui pourraient se réfugier derrière une réponse qui est donnée par de l'intelligence artificielle pour ne plus exercer leurs responsabilités humaines. Or, on veut exactement le contraire. On veut les accompagner, on veut qu'ils soient moins sur des tâches presque d'analyse, parce que tout ça pourra être fait par de l'intelligence, mais au contraire qu'ils exercent davantage leurs responsabilités et leurs capacités humaines. Et c'est ça. C'est un peu ce qu'on appelle les soft skills. Vous savez, on parle toujours des hard skills et les soft skills. En fait, vous êtes en train de nous dire que l'IA va mettre en valeur les soft skills, c'est-à-dire tout ce qui est relation avec les autres, coordonnées. Je suis convaincu de ça dans le métier que j'exerce. Très intéressant. Et on parle beaucoup des soft skills maintenant. Je suis convaincu que c'est effectivement ce qui va se passer, à la condition qu'on soit capable de mettre ça en avant, de faire évoluer nos modes de management, de faire évoluer nos modes d'évaluation des salariés. Et c'est là tout le défi. Donc je n'ai pas beaucoup parlé d'IA, mais finalement beaucoup plus d'accompagnement humain autour de l'IA. Est-ce que vous pensez que l'IA peut être un moteur de dialogue social dans l'entreprise? Beaucoup de gens ont peur que ça isole, et d'autres pensent au contraire que ça peut aider au dialogue social. Est-ce que vous avez une vision sur ces choses-là? Je n'ai pas une vision spécialement sur ces sujets-là. Je pense que tout ce qui pourra être fait pour accompagner l'analyse avec de l'IA est une bonne chose. Heureusement que l'IA permet d'avoir des analyses qui sont plus rapides et plus complètes de ce que l'on est capable de faire de façon humaine. Les machines, depuis l'histoire de l'humanité, c'est fait pour être plus puissant qu'un homme. Sinon, ça ne sert à rien, que ce soit de la force physique ou que ce soit des capacités d'analyse. Il y a 25 ou 30 ans, Deep Blue battait Kasparov aux échecs. Et alors? Plus récemment, c'est Google qui battait le champion de Go. Et alors? C'est pas très grave. Et demain, l'IA a une capacité d'analyse qui est plus rapide que l'humain, mais on ne sera jamais avec la responsabilité humaine ou l'émotion. Je vous renvoie à l'expérience qui a été menée récemment par Raphaël Enthoven sur une dissertation de philosophie en voyant la différence entre ce que fait l'IA et ce que fait un humain. Je crois qu'il faut toujours garder ça en tête et pour se dire comment est-ce que l'on peut être plus humain grâce à l'IA. Merci beaucoup. Merci. J'allais faire une mauvaise blague. Est-ce qu'il faut qu'une décision de dissolution soit prise par l'IA ou par un humain? Mais je ne vais pas faire cette blague-là, de très mauvais goût. Je passe la parole à Cédric. Bon, le défi à ce stade de la conférence, c'est de donner un point de vue sans répéter forcément tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Ça va être ça le défi. Par rapport à la question, on est vraiment, et c'est le point de vue d'Accenture, on est vraiment des optimistes, mais des optimistes raisonnés sur le sujet. Optimistes raisonnés dans le sens qu'il y a beaucoup de prérequis, beaucoup d'éléments qui doivent être mis en place pour accompagner, comme vient de le dire Jean-Paul, tous les éléments de transformation au sein de l'entreprise. La mission d'Accenture, en un mot, c'est d'accompagner les grandes entreprises dans leur transformation et de tirer le parti des nouvelles technologies autant que possible. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 grands messages autour de l'intelligence artificielle. C'est qu'un, le potentiel de création de valeur pour la société et pour les entreprises, il est absolument inédit. Et je vais y revenir, il est inédit par plusieurs facettes. Le deuxième point, c'est que le match entre construction et destruction, il commence tout juste. C'est difficile au début du match de finalement dire exactement comment tout va se passer. Mais on a un point de vue, on a des éléments d'éclairage que je partagerai très rapidement. Et la troisième partie, c'est globalement sur les prérequis. C'est que l'IA peut être, entre guillemets, quelque part son pire ennemi s'il n'y a pas un certain nombre de prérequis parce qu'elle risque de ne pas tenir sa promesse. Sur le premier point, pour aller très vite,
On a fait une étude sur 34 000 tâches dans les entreprises dans le monde. Et globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 56% des tâches qui vont être impactées par l'intelligence artificielle. Donc c'est massif. Sur les 56%, il y en a à peu près la moitié, elles vont être impactées dans une logique d'automatisation. Autrement dit, ces tâches-là vont, entre guillemets, disparaître d'une certaine manière, elles vont être automatisées. Il y a l'autre moitié des 56%, donc à peu près 30%, qui vont être complétées. Autrement dit, l'humain, et c'est exactement ce que disait Jean-Paul tout à l'heure dans la banque, c'est globalement l'humain va pouvoir s'appuyer sur des nouvelles technologies, sur de l'IA pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir opérer différemment. Donc l'impact est absolument massif, 56%. Ce qui est intéressant ensuite, c'est quand on fait le business case dans des entreprises, ce qu'on a fait pour beaucoup d'entreprises, l'enjeu en termes de réinvention de la structure de coûts, c'est entre 9 et 25%. Donc il y a 9 à 25% de la structure de coûts de l'entreprise qui va tourner, qui va changer du fait de l'IA. Pas forcément diminuer, mais qui va changer. Et ce qui est intéressant ensuite, c'est que ce qu'on voit de manière spécifique sur cette vague-là, c'est que contrairement au digital, où le digital finalement ça touchait des pans d'entreprise spécifiques, ça touchait des métiers spécifiques, là globalement tout le monde est impacté. Le 56% dont je parlais à l'instant, c'est 38% dans la chimie, ça monte à 90% dans la banque et dans l'assurance. Donc globalement on voit bien que tous les secteurs d'activité sont impactés. Et ce qui est aussi très intéressant par rapport à la révolution de l'e-commerce ou du digital, c'est que globalement toutes les fonctions au sein d'une entreprise sont également touchées. C'est-à-dire que la direction juridique, la direction de la R&D, la direction des opérations, tout est absolument concerné par cette vague de l'IA. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur la rapidité, sur le fait que c'est très simple d'utilisation, voilà, mais c'est autant d'éléments qui font que l'IA arrive et propose un potentiel de valeur qui est absolument fantastique. Je vais juste prendre un exemple pour montrer la matérialité de ça, qui est un exemple sur un call center qu'on a pu opérer. Donc le call center, il y a 3 axes en fait du business case qui est présenté là. Un premier axe qui est comment l'IA permet de réinventer l'expérience client. Aujourd'hui, quand vous avez un call center, le premier truc, quel que soit l'opérateur, c'est que vous avez un temps d'attente. L'IA, l'avantage, c'est comme c'est un robot qui décroche, le temps d'attente, il passe à 0. Donc un gain d'expérience client qui est extrêmement fort. Là, typiquement, c'était un acteur où le temps d'attente, c'était 3 minutes, ça passe à 0. Le deuxième point, c'est qu'au-delà du temps d'attente, c'est finalement l'expérience utilisateur, elle se retrouve améliorée parce que le taux de résolution, il augmente, parce que la réponse, elle est plus précise. Et donc, in fine, on se retrouve avec une expérience client qui est significativement augmentée. Les coûts de la fonction elle-même sont diminués de 50 à 60%. Donc on a un business case qui est à la fois sur le niveau de service et de la valeur apportée au client, mais aussi sur les coûts. Alors vous allez me dire, mais de fait, on est dans la destruction. Mais en fait, on n'est pas dans la destruction parce que finalement, comme la réponse est mieux ciblée, on a une capacité aussi de mieux servir et de vendre plus de services. Et oui, à nouveau, la demande augmente et donc l'emploi augmente. Exactement. Voilà. Et donc là, ça nous renvoie sur... Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Alors, j'aurais plein d'exemples. Je vais en donner un deuxième puisque vous m'invitez. Mais oui. Globalement, sur le software development, sur tout ce qui peut être développement logiciel, on pourrait se dire c'est une catastrophe parce que l'IA, globalement, va faire en sorte que le développement logiciel, tous les départements vont baisser leurs effectifs de 30, 40, 50%. Non, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir plus de traitement logiciel, il va y avoir plus de développement. Voilà, c'est tous ces éléments qu'il faut traiter. Le deuxième point de vue que je voulais développer rapidement, c'était le sujet de la destruction versus la construction d'emploi. C'est trop tôt, bien sûr, pour se prononcer. Le match, il a lieu en ce moment. Il y a un exemple que j'aime toujours, c'est tout le monde oublie de dire que finalement la lampe de poche a été tuée par le téléphone mobile et qu'il n'y a aucune personne, aucun consultant qui avait vu le truc venir. Donc il y a plein de choses qu'on n'a pas vues sur les destructions, les constructions. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les premiers bilans qu'on a aujourd'hui, c'est des bilans qui, entre guillemets, se font dans le temps, et qui se font avec plutôt un jeu à somme nulle, voire avec, entre guillemets, plus d'emplois encore qu'hier. Et je voudrais d'ailleurs citer un exemple qui fera référence à la banque. En 1999, mars 1999, les enjeux Les Échos titraient « Quand Internet fera sauter la banque ». Et globalement, ce qui est amusant, c'est que le nombre d'agences bancaires a augmenté en France jusqu'à 2011-2012. Il a progressivement baissé depuis, si je ne dis pas de bêtises. Mais globalement, ça baisse très progressivement. Et, voilà, et la promesse initiale, c'était... 300 millions d'emplois détruits. Voilà, et donc le match de la destruction et de la construction, notre point de vue est très nuancé et on est dans une logique qui est... il y aura certainement plus de construction que de destruction. Et la dernière partie, c'est attention, parce que de notre point de vue, l'IA est certainement le pire ennemi de l'IA en fait. Pourquoi ? Parce que quand vous faites une démo sur l'IA à qui que ce soit, globalement, la première réaction, c'est ça marche tout seul. Et donc en fait tout le monde se dit finalement, et ça rejoint ce que disait Jean-Paul sur la cinétique et le temps qui va être nécessaire, 3 ans versus 10 ans de ce que disait Bill Gates, c'est que globalement le grand danger c'est que quand on voit une démo, on se dit ça va se faire tout seul et la transformation de l'entreprise va se faire tout seul.
Et ça, c'est faux, parce que ça nécessite toujours beaucoup plus de temps que ce qu'on imagine. Et là encore, si je prends un exemple qui est très amusant, toujours dans le développement logiciel, vous donnez des licences qui permettent au développement logiciel de s'améliorer. Tout le monde vous dit, au premier instant, on peut gagner 30 à 50% de productivité. Si vous n'accompagnez pas le changement, si vous ne transformez pas l'entreprise, vous retrouvez un gain de productivité qui est 0, 1, 2, 3, 4%, mais qui est congru à 0. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est qu'un, le taux d'utilisation n'est pas si fort que ça dès le début. 2, parce que les personnes qui l'utilisent ont besoin d'accompagnement. Et il y a des bons utilisateurs, il y a des mauvais utilisateurs. Et que globalement, la transformation ne peut pas se faire d'un seul coup. Voilà, je ne vais pas épuiser mon temps de parole, mais globalement, pour nous, les 3 messages, c'est 1, cette révolution, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle par son ampleur, par sa taille, par les promesses qu'elle peut, par sa vitesse et par les promesses qu'elle peut apporter. Donc c'est une révolution industrielle à ne pas louper. Et ça, on est vraiment convaincus et on s'arme chez Accenture sur le sujet. Le deuxième point, c'est le match construction-destruction. On sait ce qui peut être détruit, on ne sait pas tout ce qui peut être construit. Et de fait, le match est certainement plus en faveur de la construction que de la destruction. Et puis le troisième point, c'est attention, parce que l'IA peut être son pire ennemi s'il n'y a pas tout l'accompagnement derrière. Mais alors c'est là qu'il y a le rôle de l'État ou des gouvernements, c'est-à-dire le bon mix de réglementation là où il faut, et de soutien et d'investissement. Et donc vous avez un peu l'idée que l'État peut jouer un rôle... C'est l'État. Voilà. Est-ce qu'il faut une politique industrielle? Une question que je voulais poser un peu à tout le monde, c'est qu'il y a des gens qui sont la concurrence, on sait que c'est très important, d'accord? On sait qu'aussi investir dans l'éducation, ce qu'on appelle les investissements horizontaux, la recherche en général, la flexi-sécurité, tout ça, c'est très important. Est-ce qu'il faut en plus une politique industrielle de l'IA? Voilà, ça c'est une question que peut-être je vous poserai à tous. Est-ce qu'il faut en plus une DARPA IA ou une politique industrielle de l'IA, en plus d'investissements généraux que ferait l'État pour éduquer le marché du travail, l'éducation, etc. C'est une vraie question qui se pose. C'est une très bonne question. Ensuite, la question, déjà, moi, je la vois au niveau de l'entreprise. Je répondrai plutôt et j'apporterai la réponse au niveau de l'entreprise. Et ce qu'on voit au niveau de l'entreprise, c'est que s'il n'y a pas une logique d'IA responsable qui est bien définie en amont, s'il n'y a pas une logique de gouvernance de la donnée qui est définie en amont, s'il n'y a pas une logique d'architecture et de plateforme qui permettent d'accueillir l'IA, s'il n'y a pas une logique aussi de traitement humain, comme disait Jean-Paul, on fait progressivement tourner les emplois dans l'entreprise, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, si les entreprises ne se prennent pas en main, globalement, la promesse ne se matérialisera pas, ce qui était vraiment le sens de mon troisième point. Merci beaucoup. Alors Loïc, voilà, vous avez la charge le dernier lourde. bâton, effectivement. Pour faire pour original, commencer, optimiste ou pessimiste? Voilà, je crois que je suis le 6e optimiste du panel. Alors c'est terrible parce que finalement on est le seul débat optimiste. On est à 2 jours d'une élection, d'un moment dramatique en France, absolument dramatique. Tout le monde est déprimé. Je crois que c'est la seule session où tout le monde va sortir cheerful. Voilà. Non, on est qu'est-ce que la vie est belle, encore etc. Plus avec, je crois que c'est la session optimiste de toute la conférence. Oui. On est bien d'accord. D'accord. Et quand on ajoute votre énergie en plus, on s'en revient. Oui, donc, bon, pour être original, effectivement, optimiste, réaliste. Je crois qu'on a employé à peu près tous les adjectifs. Réaliste en est un. Juste, je vais quand même essayer de ne pas être dans la redite, mais à chaque rupture technologique, son lot d'émotions, son lot de fantasmes, effectivement. Il y a des émotions exacerbées, une excitation folle pour les purs optimistes et des peurs complètement folles aussi pour les plus pessimistes d'entre nous. Ce qui est flagrant, et ça a été mentionné, c'est la vitesse d'adoption de la technologie. On se rappelle qu'il y a 18-24 mois, il n'y avait rien, littéralement. Et pour autant, là, on le voit, une vitesse d'adoption folle. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montrait que 30% des collaborateurs, aujourd'hui, utilise l'IA générative dans son quotidien au travail. Donc c'est une vitesse d'adoption qui est complètement folle. Est-ce que pour autant, aujourd'hui, les craintes ou l'excitation s'est complètement matérialisée? Si on est honnête, pas du tout. Regardez, 30% d'entre nous l'utilisons dans notre quotidien. Est-ce qu'on a l'impression que dans notre quotidien au boulot, tout a changé? Est-ce qu'il y a eu des licenciements massifs? Non. Est-ce qu'il y a eu des créations d'emplois massifs liées à l'IA? Pas encore. Donc mon premier message, c'est on a le temps. Voilà. Et donc, je crois que c'est juste pour faire écho aussi, il y a le temps, il faut laisser le temps au temps pour que les choses s'installent. Peut-être qu'effectivement, ce sera le coup de la lampe de torche. Moi, je ne crois pas, mais on a le temps. Moi, je crois vraiment que l'IA, là, il faut pour l'instant être très optimiste et se concentrer sur ce qu'elle a apporté de meilleur. On pense tout le temps pour le meilleur et pour le pire. Ben là, concentrons-nous 2 secondes sur le meilleur.
il y a peut-être un élément qui n'a pas été dit, c'est que l'IA, notamment, elle va aider à rendre les employés plus polyvalents. Et la polyvalence, dans le monde de l'entreprise, c'est un facteur clé d'engagement et d'épanouissement des collaborateurs. Le monde du travail, les études Gallup le montrent, n'a jamais été aussi, les employés n'ont jamais été aussi désengagés au travail. Et s'ils sont désengagés à ce point-là, c'est qu'ils subissent leur organisation au quotidien. Ils subissent l'hyperspécialisation des organisations, la bureaucratisation des organisations, et n'en peuvent plus. C'est ça qui crée du burn-out, c'est ça qui crée du bore-out. Et le simple fait de rendre les employés plus polyvalents va réduire mécaniquement les coûts de coordination dans les équipes. Et du coup, enfin, on va pouvoir avoir l'impression d'avoir de l'impact, d'avancer individuellement, mais surtout collectivement, et donc de retrouver aussi un climat social bien plus propice à l'épanouissement et des individus et à la performance collective. Et voilà, donc ça c'est quand même un gros élément que je souhaitais mettre en avant, c'est l'impact sur les organisations. On parlait tout à l'heure de productivité, il y a les emplois, puis il y a... Est-ce que vous sentez que la productivité augmente grâce à l'IA? Est-ce que vous avez ressenti dans votre entreprise que l'IA stimule la croissance de la productivité? Complètement. Typiquement, nos équipes créatives... Comment vous la mesurez, la croissance de la productivité chez vous? Alors, typiquement, un exemple hyper concret, nos équipes marketing et créatives. Depuis qu'elles utilisent évidemment au quotidien l'IA, d'accord, sans honte, sans avoir peur de se faire remplacer, d'accord, il n'y a eu aucun impact. On a maintenu le même nombre d'effectifs depuis qu'elles utilisent la technologie. Or, on a pu sortir 2 fois plus d'opérations et de campagnes grâce à cette augmentation de productivité. C'est du très concret. Je peux vous garantir qu'en interne, personne n'a peur de perdre son job à cause de l'intelligence artificielle et qu'il y a une forme d'euphorie de se dire comment est-ce qu'on s'en sert pour aller plus fort, pour aller plus vite, au service de nos clients. Mais encore une fois, c'est demandé par qui? C'est demandé, on revient sur ces 30%, c'est demandé par les salariés eux-mêmes. Eux-mêmes ont envie d'avoir un sentiment d'impact plus fort. Eux-mêmes ont envie de produire plus. Il y a un sentiment de fierté qui accouche de cela. Et donc, ça fait du bien au collectif. Et quant à la crainte, justement, des destructions massives d'emplois, j'y crois pas une seule seconde, pour être très honnête. On va prendre un exemple qui peut piquer un petit peu, histoire de secouer un peu. Dans les centres d'appel, on pense immédiatement que sur les centres d'appel, ça va être la catastrophe absolue. Donc, déjà, premièrement, il faut rappeler une chose, c'est que l'attrition, le taux d'attrition des salariés dans les centres d'appel est proche de 50%. Donc, donc, grosso modo, évidemment, il y a des exceptions, mais tous les 2 ans, la totalité de l'effectif est renouvelée. Évidemment, quels vont être les réflexes des sociétés de call center? Ce n'est pas du tout des licenciements massifs qu'il va y avoir, puisque en fait, il y a un turnover qui est tel qu'ils auront simplement, et si éventuellement il y a une baisse de la demande qui apparaît, encore une fois, on a du temps avant que ça se produise, mais ils vont simplement ajuster le nombre d'embauches plutôt que de gérer des licenciements. Donc, je ne crois pas qu'il y aura de brutalité, de licenciements massifs constatés liés au télétravail. Et ces mêmes sociétés-là se portent encore globalement... on voit quand même l'avenir de manière positive, même ces sociétés-là, parce qu'elles se disent c'est aussi un moyen pour nous d'être plus productifs, d'améliorer nos marges, etc., etc. Et je tiens à rappeler une dernière chose, c'est que, attention, oui, il y a peut-être certains métiers qui vont diminuer. Ils ne vont pas forcément disparaître, ils vont diminuer en demande. Pourquoi pas? J'ai entendu des thèses peut-être inverses, mais peu importe. Admettons, la demande dans certains métiers diminue. Je tiens quand même à rappeler qu'il y a encore beaucoup de secteurs justement qui sont en souffrance, qui sont sous tension, qui n'arrivent pas à recruter, d'accord? Et peut-être qu'effectivement, les salariés qui, par défaut, peuvent aller travailler dans un call center, peut-être peuvent aussi aller bosser dans d'autres industries sur lesquelles ils sont énormément attendus aussi.
Voilà. C'est ça que l'éducation est très importante, parce que l'école, ça vous apprend à apprendre. Donc avoir un bon système scolaire, ça vous donne une flexibilité. Vous pouvez passer. Parce que vous savez, là, il y a par exemple une carte très intéressante dans ce rapport qui a été faite par un collègue à moi qui s'appelle Antonin Bergeau, et il classifie les différents types d'emplois selon qui sont plus ou moins exposés à l'IA en vertical et selon la part des tâches qui vont être remplacées par l'IA. Alors les plus exposés, c'est comptable, télévendeur, secrétaire. Là, c'est très exposé à l'IA et beaucoup de tâches susceptibles d'être remplacées. Et puis il y a d'autres métiers, aide ménagère, couvrant, là ils ont très peu exposé à l'IA. Et puis mais on voit qu'au total, les métiers où à la fois on est très exposé et la plupart des tâches remplacées, ça représente peut-être moins de 10% des emplois, quoi. Déjà, et voilà. avant et que donc, ça se c'est intéressant. matérialise. Et alors il y a une autre chose que je voulais aussi vous mentionner de l'étude de Brynjolfsson. Ils n'ont pas regardé seulement l'impact sur le volume d'emploi, mais sur les inégalités. Ils ont dit par exemple, voilà, les employés philippins, ils ont accès au chat GPT. Est-ce que c'est les plus productifs ou les moins productifs qui en profitent le plus? Eh bien, dans leur étude, c'était les moins productifs qui en profitaient le plus. Donc, dans leur étude, l'IA générative réduisait les inégalités. Et ça augmentait la satisfaction au travail et la satisfaction du client. Est-ce que vous avez expérimenté un effet sur l'inégalité? Est-ce que, par exemple, ça réduit le handicap d'être moins productif ou d'être moins expérimenté, comme dans l'entreprise qu'eux regardent? Ou est-ce que vous avez regardé ces choses, ou des mesures de bonheur au travail, voilà, des choses qui ne sont pas strictement la quantité d'emploi, mais des choses qui reflètent l'inégalité ou le bonheur au travail? Est-ce que vous avez des choses dans vos entreprises respectives? Peut-être Corinne redonne. Oui, est-ce que vous avez des choses semblables à ce qu'ils ont trouvé dans cette entreprise? Oui, on a fait une étude comme ça qui s'appelle, c'est un index sur le rapport du travail sur 31 000 employés. Et on se rend compte qu'on a beaucoup parlé de productivité, mais il y a aussi un sujet qui est de ce que vous dites, le bien-être au travail, la capacité à libérer du temps, être créatif. Il faut savoir quand même que c'est pour la première fois qu'il y a de la productivité chez les cols blancs. Parce que bon, c'était pas en tout cas une population où il y avait beaucoup de productivité, mais en même temps, il y a eu une surcharge de travail ces dernières années avec la réduction d'un certain nombre d'assistants administratifs, etc. Et donc il y a quelque part aussi une libéralisation un apport de bien-être dans le sens où tout le monde est envahi d'informations, de canaux d'information, etc. Et l'IA générative peut permettre aussi de canaliser ça en termes de recherche, de synthèse de l'information. Donc ça, c'est un sujet, le sujet de bien-être au travail. Et on se rend compte que beaucoup dans l'adoption des entreprises regardent ça en termes d'attractivité aussi sur le bien-être au travail. Ce dont on n'a pas parlé aussi et qui est important, c'est... Enfin, vous en avez un petit peu parlé, qui était le sujet des... finalement, ça réhumanise quelque part la relation. Prenez par exemple les médecins. Nous, on avait travaillé avec notamment une start-up française qui s'appelle Nabla, pour permettre aux médecins finalement d'automatiser tous les rapports, en fait tout le travail administratif. Oui, on sait qu'à l'hôpital en France, c'est un gros problème. Il y a une surcharge administrative des médecins. Et donc du coup, vous ne faites pas passer, notamment dans les services urgentistes, donc vous ne faites pas passer le patient avant. Quelque part, ça va réhumaniser aussi réhumaniser la relation avec les autres. Et le dernier point par rapport à la fracture, les fractures, on parle de fracture sociale, on est en plein dedans quand même. On a beaucoup parlé de fracture numérique aussi, c'est-à-dire de ceux qui ont accès au numérique ou pas. Là, pour une fois, avec le langage naturel, vous pouvez parler une langue différente, être analphabète, et parce que c'est en un langage naturel, finalement avoir une interaction avec un service public. Il y a le sujet de l'adoption par le service public est un vrai sujet, parce que c'est aussi un sujet de réduction de la fracture sociale, en permettant d'avoir accès sans avoir toutes les connaissances des processus, nécessairement la langue, etc., pour pouvoir accès au service de l'État. Ça, c'est un vrai sujet. Vous parlez de politique industrielle, c'est comment les services publics vont être aussi exemplaires en s'emparant. Comment diffuser l'IA dans les services publics, ça c'est un des gros sujets. Dans leurs services, mais aussi comme service aux citoyens, pour donner accès justement à... Parce que Pôle emploi fonctionnera mieux, par exemple. On pourra se concentrer sur les cas difficiles, les cas faciles, les traiter plus facilement. On a commencé à travailler avec France Travail. Et vous démarrez déjà avec France Travail. Exactement, voilà. Très très bien. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez dans vos expériences respectives des choses à dire? Oui, je pense que c'est extrêmement intéressant. Enfin, déjà, c'est pas la première fois qu'il y a un gain de productivité sur les cols blancs, par exemple. Enfin, déjà, Excel avait fait que les comptables étaient beaucoup plus efficaces. Et il y a beaucoup plus de comptables que... Peut-être pas aussi massivement. Enfin, je veux dire, peut-être pas aussi massivement que l'IA générative. Quand même, enfin, tout pouvoir gérer dans un tableur. On va débattre, là. Bref. C'est parti. Mais en fait, ce que je trouve super intéressant, c'est
l'effondrement de la pile de talents. En fait, ce que les Américains appellent the collapse of the talent stack, c'est le fait qu'une personne peut faire énormément sans être nécessairement extrêmement compétente dans tous les sujets. Et ce qui veut dire que des équipes qui autrefois pouvaient être de 8-10 personnes, et même avant des équipes de centaines de personnes, maintenant peuvent être des équipes de 1, 2, 3 personnes. Et ça veut dire qu'on va donner beaucoup plus de pouvoir aux personnes. Il y a l'économiste américain David Autor qui dit que ça créera une nouvelle classe moyenne parce qu'on peut avoir des métiers qui autrefois étaient très très qualifiés, comme un avocat ou un médecin, qui pourront être pratiqués par des personnes qui seront un petit peu moins qualifiées, un infirmier, un juriste, et qui auront le même impact parce qu'ils pourront être soutenus par l'intelligence artificielle tout en sachant dire quand l'intelligence artificielle hallucine. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment clé, c'est que ça va changer complètement les relations sociales, réduire le dialogue les inégalités, social. ça peut inverser le mouvement de polarisation auquel on a assisté, qui explique beaucoup la situation qu'on a en France en ce moment. Alors, je ne pense pas que ça réduira les inégalités, mais ça les transformera. Il y aura toujours ceux qui ne voudront pas adopter la technologie, qui risquent de se retrouver à la traîne, et ceux qui auront adopté la technologie, d'où qu'ils viennent, ils pourront être des meneurs de l'économie de demain. Mais la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on fait ce changement culturel de notre société pour être certain que le plus grand nombre puisse prendre le virage de l'intelligence artificielle. Peut-être trois points rapides pour compléter ce que Corinne et Charles ont dit. Le premier, c'est que c'est indispensable. On ne va pas se poser la question de savoir s'il faut déployer des outils d'IA générative demain. Ça sera embarqué dans tous les outils que l'on aura, que ce soit en buy ou en make. Et de toute façon, on aura ces outils. Et la question ne s'est pas posée avec les PC ou tous les outils de bureautique. Donc il faut le prendre exactement comme ça. C'est un outil d'attractivité des talents, un outil de rétention des talents, c'est un outil de bien-être au travail, c'est un outil de productivité. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir mesurer cette productivité. Parce que la grosse différence par rapport à avant, c'est qu'on n'est plus sur de l'IT, de la technologie qui est en CAPEX, mais qui est en OPEX. Et donc, immanquablement pour les entreprises, et on voit déjà aux États-Unis, c'est une explosion des coûts informatiques. Donc, en face, il va falloir mettre quelque chose qui va être soit de l'augmentation du résultat, soit de l'augmentation du chiffre d'affaires, soit de l'augmentation de la productivité. Donc, forcément, il va falloir mesurer, donner le sentiment de la consommation aux utilisateurs. Quand je fais une recherche Google, c'est gratuit. Quand je fais un prompt, c'est pas gratuit. Donc il va bien falloir qu'au niveau de nos entreprises, on ait cette capacité à mesurer cela. Et le troisième remarque, et ça sera un petit peu savoureux ici, c'est que l'IA, on en parle beaucoup, on n'en fait pas assez. Nous, dans l'entreprise dans laquelle je suis, on s'est aperçu qu'il y avait 130 ou 150 POC. On fait des POC partout. Mais quand on est sur quelque chose qui doit passer à l'échelle, qui doit avoir un véritable impact sur les salariés ou sur le business, finalement, on s'aperçoit qu'il n'y en a pas assez. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'on passe maintenant un petit peu plus à l'action concrète. Je voudrais peut-être que maintenant c'est le temps de conclure. On n'a pas parlé de l'IA Act, ok. Est-ce que vous avez une opinion sur l'IA Act personnellement? Nous, dans le rapport, on a fait exprès, on n'a pas voulu en parler parce qu'on voulait se concentrer sur la France. Est-ce que vous avez une opinion sur les réglementations ou les bonnes et mauvaises réglementations? Est-ce que des choses que vous auriez voulu voir améliorer ou changer dans l'IA Act? Et conclure. Mais vous avez chacun 20 secondes, 30 secondes, même pas, parce qu'on a 1 minute 43. Alors, est-ce que quelqu'un, peut-être pas tous, veut intervenir sur ce sujet? Peut-être vous vouliez intervenir. En fait, je voulais intervenir juste pour donner 2 exemples très concrets. Je ne vais pas ajouter par rapport à tout ce qui a été dit avant, mais quand on parle de réduire les inégalités et favoriser le bien-être, je vais prendre 2 exemples très précis. Vous rentrez dans une entreprise, vous ne connaissez pas les normes de l'entreprise. Demain, il y a plein d'entreprises qui commencent à le faire. Vous avez un compagnon pour vous accompagner dans les premiers pas de l'entreprise. Vous êtes moins paumé, quoi, en fait. Et donc ça, c'est un premier cas bénéfice. Oui. Un deuxième cas bénéfice. Ça, c'est comme dans l'entreprise de Bridge-Olufsen. Tout ce qui peut être la logique de partage du savoir. Oui. Globalement, effectivement, quelqu'un qui a 25 ans dans la maison, il maîtrise très bien un certain nombre de process. Demain, vous avez cette logique de base de connaissances communes qui vous guide. Et donc, on réduit les inégalités et on améliore le bien-être. C'est ce qu'on commence à voir. C'est-à-dire qu'il y a moins de handicap à ne pas avoir d'expérience qu'ils trouvent dans cette entreprise-là. Absolument. Est-ce que peut-être vous voulez mettre quelques mots de conclusion rapide? Ouais, J'ai 50 secondes. Je vais être rapide, promis.
Oui. Non, peut-être un point qui n'a peut-être pas été assez évoqué, c'est l'IA sans data, c'est rien. Ah, c'est pour ça. C'est pour Voilà. ça les données, les Voilà. autorisations préalables. Et quand Qu'est-ce qu'on peut faire pour quand améliorer? j'insistais beaucoup sur le fait qu'on avait le temps, il ne faut pas oublier que dans le monde de l'entreprise, C'est très rapide. c'est un peu, non, mais beaucoup d'entreprises ne sont absolument pas en capacité aujourd'hui d'aller activer tous ces grands principes théoriques parce que c'est le bazar dans leur data. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Et il y a un énorme travail de fond, de structuration du modèle de données avant de pouvoir aussi bénéficier un maximum de l'IA. Bon, mais tant pis, Charles, on n'aura pas le temps de faire un débat. Mais ça, c'est important de le rappeler. Attention, il y a le temps, mais il faut y aller. Merci, je crois que ça, malheureusement, nous sommes à 0. Voilà, merci. Dommage, merci. Merci. Optimisme.